amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, il est encore temps. Aujourd'hui je suis accompagnée de deux personnes que j'apprécie énormément. Je vous présente Clémence qui était déjà sur ma chaîne, une fois on avait parlé de Montagne d'Or. Et de son ouvrage. Bon, si vous n'avez pas vu la vidéo, je mettrai le lien juste là. Et je vous rappelle qu'elle est sociologue et aujourd'hui on va parler des gilets jaunes. Et on a aussi Stéphane, lui il a fait du droit, du coup on aura un avis de juriste sur les gilets jaunes et de sociologue. Donc on va commencer, déjà on va voir comment ce mouvement a commencé, qui sont les gilets jaunes. Ce sera le sujet de cette vidéo aujourd'hui. Qui veut bien commencer? Moi je peux redire en gros, donc ça a commencé le 17 novembre avec une manifestation le samedi après-midi qui était à l'époque pour lutter contre l'augmentation des taxes carbone. Et ensuite la manifestation a bien marché et elle a été reprise samedi après samedi. Il y a beaucoup de manifestants dans toutes les régions de France qui ont décidé d'occuper les ronds-points pour marquer une opposition pérenne et pas juste une manifestation. Et ça a devenu un mouvement très important, à mon avis, un des plus importants qu'on ait connu depuis très longtemps, parce que ça fait 3 mois maintenant que ça dure. Et tout à l'heure, je vais vous demander aussi votre expérience personnelle. Est-ce que vous êtes déjà allé à ce mouvement, participé à ce mouvement? Mais là, on reste déjà dans la partie un peu, on resitue le cadre, le contexte, et voilà. Stéphane, qu'est-ce que tu as à nous dire par rapport à ce mouvement? Je vais rebondir un peu sur les propos de Clémence. Alors, il faut donc dire que les gilets jaunes, à la base, c'est simplement une contestation sur la hausse des carburants. Et je pense que l'inaction du gouvernement, le retard dans la prise en compte des revendications des gilets jaunes va conduire plus tard à une série de revendications qui vont se greffer à la première revendication et qui va donner ce mouvement de contestation politique, sociale qu'on a aujourd'hui et qui perdure jusqu'à aujourd'hui. Et là, au moment où nous parlons, nous sommes pratiquement à l'acte 15 des gilets jaunes et tout ça, hier justement, et tout ça indiquait que le mouvement n'est pas encore prêt de s'arrêter en tout cas. Et puis moi je vais juste donner un petit avis. Je suis quand même la présentatrice, je parle pas trop, enfin j'anime le débat. Moi je pense que oui, c'est un mouvement social qui rassemble beaucoup de revendications et il me semble que ce sera difficile de répondre à tout ça. Mais toi Justine, tu as déjà participé? J'ai déjà participé, je suis allée sur Paris une fois, on a marché et puis je trouvais que c'était assez passif. Il n'y avait pas forcément de violence et les parcours du mouvement étaient assez tracés par les CRS et je trouve que la liberté de manifester un peu, on peut remettre ça en question. Oui, parce qu'en fait ce qui s'est passé c'est qu'on voulait aller sur les champs mais on avait dû prendre tout un parcours puisque toutes les rues étaient bloquées par des cordons de CRS et par des murs qui nous empêchaient d'aller à notre objectif. Et puis à chaque fois qu'il y avait beaucoup de personnes qui se rassemblaient, on essayait de nous faire reculer, on essayait de nous disperser en fait. Il y avait beaucoup de gaz et puis un canon à eau. Non, moi j'ai pas vraiment de point de vue sociologique, je trouve que les sociologues ils sont un peu en retard la plupart sur ce mouvement. Mais j'ai juste l'expérience d'avoir participé aux manifestations parisiennes, comme j'habite en région parisienne. Donc j'ai participé à certaines manifestations. J'ai eu peur parce que la police est de plus en plus violente. Donc j'ai eu des gaz lacrymo et tout ça qui font que j'ai dû me tenir un peu en retrait. Et par contre, ce que je sens, c'est que les revendications du mouvement, elles sont très importantes, très légitimes. C'est une manière de contester l'idée que la seule solution possible, c'est le capitalisme, c'est gagner de l'argent à tout prix. C'est ce que Macron nous faisait passer pour un projet révolutionnaire, mais c'est pas révolutionnaire, c'est ce que toutes les grandes entreprises veulent faire dans le monde. Et lui, il veut les suivre et je trouve que les gilets jaunes, ils sont vraiment... C'est précieux de devoir contester tout ça. Et toi Stéphane, qu'est-ce que tu en penses? Mais moi je pense que d'un point de vue sociologique... T'es sociologue là? Non, mais oui, c'est sociologique parce que j'ai pas besoin d'être forcément sociologue pour quand même voir ce qui se passe dans la société. Et j'ai envie de dire que d'un point de vue sociologique, ce qui est
révolutionné avec le mouvement des Gilets jaunes, c'est que pour une première fois, peu importe l'origine, peu importe le parti politique, mais on est devant un mouvement où des Français se reconnaissent dans une même cause, dans une même lutte. Pour moi, enfin, c'est ça qui fait l'originalité des Gilets jaunes. Et aussi d'un point de vue politique, ce qui fait pour moi, enfin, la force de ces Gilets jaunes, c'est qu'on est devant un mouvement qui n'a pas de leader. En 3 mois, il n'y a toujours pas de leader. Voilà, il n'y a pas de leader parce qu'on a peur peut-être du risque de corruption des leaders. Donc, mais pour pouvoir toujours avoir cette pression qu'on a aujourd'hui peut-être. Oui, parce que s'il y a quelqu'un qui représente des Gilets jaunes, il y aura des négociations, du coup ça va calmer, calmer le mouvement. En fait. Oui. C'est ce qu'on disait à propos de la démocratie, que la démocratie c'était pas seulement élire un député, c'était beaucoup plus large que ça. Oui. Et que du coup cette idée qu'on n'a pas besoin de leader et qu'on peut se représenter nous-mêmes, elle est très forte. Oui, oui, au sein des Gilets jaunes, effectivement, oui. Donc il faudrait retourner à l'époque, par exemple, d'Athènes. Est-ce que vous avez... vous pouvez restituer le contexte d'Athènes, comment ça se passait, la démocratie? Donc la démocratie, à l'origine, ce n'est pas le thème démocratie tel qu'on l'a, mais on a la res publica qui est simplement la chose publique. Et à Athènes, donc, quand on remonte dans l'histoire, on se rend compte qu'à Athènes, c'était même pas un privilège, mais tous les citoyens se devaient de participer à la chose publique. Si bien qu'on pouvait dire à Athènes que chez nous, un homme qui ne se mêle pas de politique est un homme inutile. C'est dire à quel point la chose publique intéressait tout le monde. Et du coup, on avait une démocratie au sens où tous les citoyens étaient appelés à participer à la chose publique, à prendre toutes les décisions qui concernent la vie de la société. Alors après, à Athènes, il y avait beaucoup d'esclaves. Justement, voilà. Les femmes n'étaient pas considérées comme des citoyens. Voilà, justement. Donc les citoyens, c'était une petite partie de la population. Voilà. C'est ce qui leur permettait finalement de participer à la chose publique parce qu'ils avaient des gens qui s'occupaient de leurs activités et eux ils pouvaient librement participer à la chose publique. Alors que l'homme moderne aujourd'hui, il n'a plus des esclaves, il a besoin de faire ses affaires, ses activités. Du coup, on part dans un système démocratique qui n'en est pas vraiment un en tant que tel, dans la mesure où l'homme moderne veut juste participer en négligeant le chef de l'État au bout de 5 ans et puis c'est fini. Et on a mis des parlementaires qui nous représentent. Donc, on est en retrait et on a délégué le pouvoir à des personnes qui sont censées mieux nous défendre. Enfin, est-ce que ces parlementaires rapportent bien ce que... Enfin, par rapport à chaque ville, enfin chaque région, est-ce qu'ils rapportent bien de l'information, enfin ce que voudrait forcément la population? Ça, peut-être que c'est un peu déformé parce qu'on doit trier l'opinion de toute une population pour la rapporter. Est-ce que c'est un travail évident aussi? Mais il faut aussi dire que le parlementaire, en tant que celui qui serait dépositaire des mandats du peuple, ne peut pas forcément exprimer la volonté de son peuple, enfin de son département si on veut, ou bien de sa région, dans la mesure où au Parlement il y a un débat. Il y a un débat et on débat argument contre argument et finalement on cherche l'intérêt général. Donc si chaque député devrait partir avec un mandat qui lui serait donné par son peuple, finalement... Le mandat, il y a les mandats impératifs. Voilà, justement. Donc maintenant, dans les assemblées de Gilets jaunes qui existent à Commercy et ailleurs, il y a des formes de délégation. Donc, par exemple, une assemblée va nommer un délégué pour aller parler à l'assemblée des assemblées au nom des autres Gilets jaunes. Oui, mais ils ont souvent des mandats impératifs, c'est-à-dire qu'ils doivent juste représenter ce qu'on leur a dit de faire. Justement. Et par rapport au grand débat, qu'est-ce que vous pensez de ce débat? Est-ce que ça va aboutir à quelque chose? Alors moi, je pense que le grand débat, c'est un scandale parce que on a le président qui se fait financer toute une campagne de communication sur les frais des ministères, alors que c'est normalement des frais qui devraient être pris en charge dans le cadre d'une campagne électorale, mais lui non, vu qu'il a organisé ce grand débat en dehors même de la Commission nationale du débat public, en dehors de toute régulation normale, il fait sa campagne. Donc il va partout dans toute la France pour dire ce qu'il pense, et c'est pas un débat, il est juste en train d'affirmer ses positions. Il n'y a pas d'échange en fait. Il n'y a pas vraiment d'échange, on le voit bien sur les vidéos, c'est le seul qui parle. Donc moi je trouve que c'est un scandale. L'initiative du grand débat est noble, c'est à louer, c'est salutaire. Mais là où il y a le bémol, c'est justement de savoir qui a l'initiative de ce débat. Quels sont les sujets qui sont abordés? Peut-on mettre tous les sujets sur la table? Même ceux qui fâchent, ou c'est le chef de l'État lui-même qui
prend l'initiative et qui choisit les sujets qui feront l'objet du débat. En fait, les gens n'ont pas la parole spécialement. Oui, ils n'ont pas forcément la parole, c'est lui qui propose des solutions, on a tout le temps des solutions, mais est-ce que c'est vraiment un débat? Est-ce qu'on ne doit pas requalifier ce qu'il appelle débat? Oui, parce que pour débattre, déjà, il faut deux. On a deux parties qui sont pas d'accord sur des points, mais qui débattent. On est juste devant un monologue et finalement, il n'y aura pas d'avancée si on ne prend pas en compte les revendications des gilets jaunes. Parce que parmi ces revendications, ce qu'on ne dit pas, c'est qu'il y en a qui sont vraiment nobles, légitimes, qui méritent d'être posées. Ce qui m'a agacé aussi, c'est qu'on les fasse passer pour des antisémites. La semaine dernière, c'était ridicule. À Paris, mardi dernier, là, il y avait une grande manifestation qui était à l'appel de plein d'organisations politiques, le Parti Socialiste qui s'est rappelé qu'il existait, de dire on va faire une grande manifestation contre l'antisémitisme, mais ça a été instrumentalisé pour décrédibiliser les gilets jaunes. Parce qu'ils ont vu que le mouvement continuait, même malgré le grand débat, et que les gens n'étaient pas convaincus. Au départ, on disait qu'il y avait des gilets jaunes agressifs qui détruisaient les casseurs. Et alors qu'en réalité, quand on manifeste, quand on suit ce mouvement, on ne voit pas forcément il n'y a pas ce groupe. Je pense que derrière ce que tu viens de dire justement, il y a une volonté de mettre à mal ce mouvement-là. Parce que déjà, il faut comprendre une chose. Dans toute société, dans tout groupe, il y a forcément des brebis galeuses. Assurément que parmi les gilets jaunes, il y en a qui viennent effectivement pour casser. Mais ce n'est pas des gens qui viennent pour revendiquer vraiment, mais qui cherchent plutôt à casser, à dérober. On est d'accord. Mais s'il y a une chose qui m'interpelle personnellement en tant que juriste, et qui selon moi cherche quand même à vraiment mettre à mal le mouvement des gilets jaunes, c'est bien la loi anti-casseur, qui prévoit que si des personnes ayant participé à des manifestations ont déjà cassé, il se pourrait qu'ils soient dispensés de participer à d'autres événements. Mais alors moi je suis pas d'accord. Non, j'en viens. Mais le truc qui m'interpelle, c'est de savoir comment peut-on savoir, enfin comment peut-on être sûr justement que cette personne prochainement va casser. Parce que là, en fait, la loi c'est quoi? La loi, tu commets une infraction, elle est constatée et on poursuit. Mais là, l'infraction n'est pas encore commise que déjà. Tu as condamné la personne. Justement. Donc pour moi, je me dis, oui, pour moi c'est aberrant quoi. C'est l'intention qui est punie. Mais justement, avant même que la personne n'ait posé l'acte. Après, ce que moi, je suis pas tout à fait d'accord avec toi, avec l'idée que forcément, c'est une brebis galeuse, c'est des brebis galeuses qui viennent casser. Je pense qu'il y a aussi l'idée dans les manifestants de dire qu'on veut symboliquement marquer qu'on va toucher les lieux du pouvoir. C'est pour ça qu'ils ont choisi à Paris les espaces. Oui, mais des petits commerçants aussi qui se font cambrioler des boutiques. Non, mais c'est pas ça, c'est des banques qui choisissent des cibles bien précises ou des grandes entreprises multinationales. Ils pourront se faire voir, se faire entendre. Parce que je pense que si un mouvement sent un peu de violence, comment ça va remonter? Est-ce qu'on va forcément faire attention à ce mouvement? Je ne sais pas. Est-ce que ça impacte vraiment au niveau... C'est là que je suis pas d'accord avec vous, parce que je dis simplement que nous sommes dans une république avec des règles. Je dis simplement qu'on a le droit de revendiquer, mais de manière pacifique. On n'a pas besoin de casser, de piller. Donc, dans la République, il y a des modes de revendication. Sinon, après, on tombe dans quoi? Dans l'anarchie. Oui, mais le problème, c'est que ça ne marche pas quand on revendique normalement. Et donc là, ce qu'ils ont montré avec ce mouvement, c'est que le fait qu'il y ait des revendications plus musclées que d'habitude, ça a permis que le mouvement, il ait quand même un certain impact. Oui, on est d'accord, mais ce n'est pas des actes à cautionner, je crois. Je pense que finalement, le but des Gilets jaunes, c'est d'obtenir gain de cause à travers les revendications. Donc, je pense qu'il faut garder le mouvement dans toute son authenticité, mais il faut éviter des actes qui peuvent être mis plus tard à leur passif. Justement, on dit que le gouvernement veut en découdre. Mais oui, mais ce sont aussi des moyens que le gouvernement utilise justement. Ah oui, mais alors justement, on n'en a pas parlé encore, toutes les violences qu'il y a eu. Mais justement, voilà. Combien d'œils arrachés, de mains arrachées, d'œils crevés, de personnes qui sont défigurées, une personne qui a été tuée à Marseille. Donc c'est hyper violent la répression et c'est une atteinte au droit de manifester parce que les gens qui sont pas très courageux comme moi. Oui, mais on a peur d'y aller maintenant. Oui, mais je souligne que je suis contre toutes les formes de violence. Non seulement celles qui émanent de la police, comme celles qui émanent des gilets jaunes. Dans un état de droit, les policiers, ils ont pour mission d'encadrer les manifestants, mais pas de les mutiler. Et ce que je voulais dire, je pense que même s'il y a des casseurs, c'est une minorité, ça ne représente pas tous les gilets jaunes.
Et je vais faire un lien avec ce que disait Karl Marx sur la lutte des classes. Moi, je pense qu'on pourrait associer ce qu'il disait à ce mouvement-là. Moi, je pense que c'est vraiment... il y a des revendications vraiment très révolutionnaires dans ce mouvement. Ils veulent que l'élite arrête de se gaver, ils veulent qu'il y ait moins d'inégalités. On veut vraiment changer de système. Et c'est ce que voulait déjà Karl Marx à l'époque. Oui, c'est ça. Et mais moi, justement, au sein de ce système, là où je suis un peu dubitatif, et ça je le dis très clairement, je suis d'accord pour qu'il y ait moins d'inégalités. Mais en même temps, dans le peuple pris largement, si on prend les individus au cas par cas, on peut se rendre compte qu'il y en a qui, enfin je ne sais pas comment ça déjà, il y en a qui n'ont pas forcément de grands diplômes, qui n'ont pas forcément des parcours en tant que tels, qui sont juste des ouvriers. Il y a des grilles salariales en France, je crois. Quand tu es ouvrier, quand tu as tel diplôme, tel diplôme. Il y a des inégalités majeures. Justement, donc finalement, est-ce qu'on doit payer, justement, je dis ça comme celui qui est parti à l'école de la République, qui a engrangé des diplômes, est-ce qu'on doit le payer de la même manière que celui justement qui est ouvrier finalement? Bah moi je pense que oui, parce que l'ouvrier c'est lui qui va faire tout ce dont on a besoin. Les infrastructures. Sans lui on serait pas là quoi, on serait dans la rue. En fait l'idée, non, l'idée c'est pas de les mettre en marge, mais vu que l'État a déjà établi des échelons dans la société, finalement est-ce qu'on remet tout à plat et voilà, on paye les gens de la même manière finalement, ou on fait comment? Moi je serais plutôt pour, ouais. Comme ça, on n'a pas de hiérarchie entre les gens en fonction de le type d'activité qu'ils font.